Salut et bienvenue dans Ciné Story. Voici le premier épisode consacré au son. Alors on ne va pas parler de son histoire, de ses origines jusqu'à aujourd'hui, mais plutôt des différentes façons dont vous pouvez entendre le son. Parce que les systèmes de diffusion audio au cinéma ont pas mal évolué. Mais avant toute chose, on va revenir aux fondamentaux. Il est de bonne loi de vous présenter quelques termes pour que l'on puisse tous ensemble parler la même langue. Parce que je conçois que si je vous parle par exemple de son extra-diégétique, la vidéo peut rapidement devenir imbitable pour quiconque n'aurait pas étudié dans ce domaine. J'ai envie de dire que la musique et le son au cinéma sont deux aspects largement sous-estimés par le grand public. Les émotions et le sens donné à l'image varient en très grande partie grâce au son. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les plus grands films ont une BO, bande originale pour les intimes, absolument grandiose. Allez, on commence doucement avec les sons in et off. On appelle un son in lorsqu'il provient d'une source visible à l'écran, par exemple la voix d'un acteur. Il y a des pauvres gens trempés, frigorifiés sur un bateau de merde avec un chapeau de chiottes, pendant que d'autres sont dans un merveilleux studio et récoltent toute la gloire. Au contraire, le son off est émis par une source qui n'est pas visible à l'écran et n'est pas non plus présente dans la narration. C'est un son rajouté en post-production par exemple. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs. Plonger la main au plus profond d'un sac de grains, briser la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite cuillère et faire des ricochets sur le canal Saint-Martin. À ne pas confondre avec le son hors champ qui, comme son nom l'indique, n'est pas visible à l'écran mais appartient quand même à la narration. Grand-père est venu à la remise des diplômes. Je suis avec une autre fille. Et là, je crois que c'est vraiment la bonne. Si vous voulez vous la péter et passer accessoirement pour un insupportable je sais tout, le son in est aussi appelé son diégétique. Le son hors champ également, puisqu'il est existant dans la diégèse. La diégèse, c'est l'espace-temps dans lequel se déroule une histoire. Et le son off, vous l'aurez deviné, est extra-diégétique. Bon, maintenant qu'on sait ça, il est intéressant, je pense, de voir que ces différents types de sons peuvent se mélanger. Par exemple, lorsque le son d'une scène ne correspond pas à ce qui est filmé. Et oui, Jamy, si deux actions se déroulent en parallèle mais à des endroits différents, on peut avoir des sons d'une scène qui sont calqués sur l'autre scène. La maison est derrière, le monde est devant. Nombreux sentiers ainsi je prends. À travers l'ombre, jusqu'à la fin de la nuit. Et attention, on parle bien de son là, pas de musique. Parce qu'on dit d'une musique off que c'est une musique de fausse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas visible à l'écran et n'est pas non plus présente dans la narration. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que c'est comme si cette musique était jouée par un orchestre situé dans la fosse, ce qui fait référence au cinéma muet. Au contraire, la musique dite d'écran est cette fois-ci présente à l'écran et donc dans la narration. Les personnages sont censés l'entendre. Par exemple, dans Pulp Fiction, Mia lance une chanson qui va résonner dans toute la maison. Pendant ce temps, Vincent, qui se trouve dans une autre pièce, se livre à un véritable monologue à haute voix. Le traitement sonore est différent dans les deux séquences. La musique est très atténuée dans la salle de bain, le personnage l'entend sans y prêter attention, mais ça reste une musique d'écran, puisqu'on a vu et on connaît la source. J'admets volontiers que le vocabulaire adéquat quand on parle de cinéma est quelque peu casse-couille. La musique peut avoir plusieurs rôles et servir le film de différentes façons. Elle est dite empathique lorsqu'elle est en adéquation avec les images. Son but est de renforcer les émotions que le réalisateur veut vous faire ressentir. En revanche, pour la musique anempathique, il y a un contraste marqué entre les images et la musique, par exemple des images très violentes sur une musique douce.
voilà, avec tout ça on va pouvoir se comprendre. Enfin, vu qu'on ne va pas parler du tout de ça aujourd'hui. Ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est l'évolution de la technique avec la multiplication des pistes sonores à l'enregistrement et des canaux de diffusion lors des séances de cinéma. Les différents systèmes que je vais vous faire découvrir permettent une véritable spatialisation du son. Mais revenons au début du cinéma sonore lorsque le son était en mono. Standardisé en 1938, le son mono vient de monophonique, c'est-à-dire une seule source, généralement placée derrière l'écran. On peut le reconnaître facilement puisque le son qui sortirait de deux enceintes serait identique. Ce système reste principalement exploité jusqu'en 1977, avec des améliorations technologiques procurant une meilleure qualité sonore, jusqu'à l'avènement de la stéréo. Petite parenthèse, dès le début du cinéma sonore, différentes tentatives de spatialisation de la diffusion du son virent le jour. C'est par exemple le cas en 1940 lorsque Walt Disney met au point pour son film Fantasia un procédé multicanal, le Fantasound, avec une diffusion sur 3 canaux implantés derrière l'écran. Ce procédé rencontre un immense succès auprès du grand public, mais reste sans suite en raison de sa complexité. La stéréo fait son apparition à la fin des années 70, ce qui permet de diffuser plusieurs pistes de son via 2 sources séparées derrière l'écran. D'où l'utilité de mettre son écouteur gauche à gauche et son écouteur droit à droite, puisque lorsqu'une voiture par exemple rentre dans le champ par la gauche et que le son nous parvient par la droite, dissonance cognitive. Alors attention, la stéréo à ne pas confondre avec le double mono qui diffuse le même son des deux côtés. De toute façon, les innovations sonores qui ont marqué la diffusion du son dans les cinémas ont toutes poursuivi le même objectif: renforcer la sensation d'immersion du spectateur. Alors on a commencé à l'encercler. On appelle ça le surround. D'abord confiné derrière l'écran, le son s'est ensuite propagé sur les murs latéraux. Une évolution qui s'achèvera en 2010 avec le format 7.1, qui s'est traduit par l'apparition de voix sonores supplémentaires sur les murs du fond de la salle. Oui, ce mot vous rappelle peut-être quelque chose. Comme tous ces termes barbares que les salles de cinéma mettent bien en avant, parce qu'on est d'accord que le 7.1, même quand on ne sait pas de quoi ça parle, ça sonne plutôt bien. En fait, dès 1992 se développe le 5.1 dans les salles, c'est-à-dire 5 canaux, 3 derrière l'écran, 2 sur les murs et un caisson de basse au pied de l'écran. Alors oui, quand on dit .1, on parle du gros caisson de basse. Toujours. Le standard tend vers le 7.1 qui se développe depuis environ 7-8 ans. Pour l'anecdote, le premier film diffusé avec ce format, c'est Toy Story 3. C'est exactement comme le 5.1 avec 2 canaux de plus au fond de la salle, à gauche et à droite. Vous ferez attention la prochaine fois que vous irez au cinéma, mais je crois que dans celui de ma ville, c'est du 7.1. Alors pour ceux qui demanderaient, la place idéale dans un cinéma 5.1, c'est pile entre les 2 enceintes latérales, et en 7.1 entre la deuxième et la quatrième, ce qui correspond en général aux alentours du 7e rang. Sauf dans les petites salles, là on est plus sur du 3e rang. Bien évidemment en plein milieu, c'est mieux. Alors il y a pas mal de déclinaisons de ce dont je viens de vous parler. On va pas rentrer dans les détails, mais on entend beaucoup parler du Dolby Digital ou du DTS. On voit souvent écrit ça à la fin des génériques si vous restez jusque là. En vérité, ce sont tous les deux des signaux numériques pour le son, seule la qualité diffère. Le DTS, mis au point par les studios Universal et en partie financé par Steven Spielberg, est de meilleure qualité, les fichiers étant moins compressés. Comme on l'a vu, la progression se fait seulement sur le plan horizontal, les enceintes sur les murs étant toutes à la même hauteur, alors que dans la vraie vie, les sons peuvent venir d'un peu partout. En haut, en bas. On invente alors ce qu'on appelle le son 3D, dont les premières tentatives publiques datent de 2010 et qui exploite pour la première fois une 3e dimension pour une véritable immersion. Le passage au numérique a rendu cette innovation possible. On peut coucher beaucoup plus de canaux sonores sur un disque dur, jusqu'à 16 aujourd'hui, alors que sur une copie 35 mm, on est allé jusqu'à seulement 6, d'où le format 5.1. Ce qui fait 6 du coup. Alors il existe actuellement 2 types de sons 3D. La première consiste à ajouter de nouveaux canaux sonores au-dessus des canaux déjà existants. Dans le cas d'une salle équipée en son 5.1, on double dans le sens de la hauteur les canaux installés derrière l'écran et les 2 canaux d'ambiance sur les murs latéraux de la salle. On en est déjà à 10 et on en ajoute un 11e qui vient s'ajouter au caisson de basse, ce qui donne le format 11.1. De même pour le 7.1, sa version 3D donnant du 13.1. L'autre technique part du principe que le son doit être plus localisé dans la salle. Dans une configuration 5.1 traditionnelle par exemple, les haut-parleurs alignés sur le mur latéral gauche de la salle diffusent tous les mêmes sons, correspondant au canal d'ambiance gauche, si vous avez du mal à suivre. Si ces haut-parleurs deviennent indépendants et diffusent chacun leur propre son, ils n'arriveront plus simplement de la gauche de la salle, mais de l'avant ou de l'arrière-gauche, et les spectateurs pourront les entendre se propager le long du mur si les sons ricochent d'une enceinte à une autre. Pour finir, il faut savoir que la plus grande partie de la diffusion du son pendant une projection provient de derrière l'écran. Celui-ci, pour laisser passer le son, est percé de milliers de petits trous. Mais le cinéma numérique a horreur des écrans percés qui rendent l'image terne.
D'où pourquoi une évolution en amène une autre. Si l'image évolue, le son devra suivre obligatoirement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, sincèrement. Si oui, j'apprécie le pouce vers le haut et surtout le partage de cette émission. C'est comme ça qu'on fera grandir la chaîne. Peut-être. Et si ça ne vous a vraiment pas plu, je suis désolé pour vous. 10 minutes de perdu. Pas de chance. Allez, à la prochaine. Bisous.